Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. J'aime bien soigner la mise en scène. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Vous vous ferez fusiller! Je crois pas, non. Plutôt engueuler, mais je commence à avoir l'habitude. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous? Vivre en monstre? Ou mourir en homme de bien? Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Ici votre illustre inconnu pour un nouveau type de podcast. On va dire que c'est un nouveau podcast, mais un nouveau concept, nouveau format sur la chaîne. Le nouveau podcast va s'appeler l'œil fantôme. Alors, l'œil fantôme, c'est vrai que dit comme ça, c'est un peu flou. Donc, troisième concept qui est tiré du ciné Icecast. Donc, on avait le podcast sur les films qui font l'actualité. On a eu bien évidemment l'œil du temps où on revenait justement sur des films au cours du temps, comment ils ont pu évoluer, pourquoi ils ont été, pourquoi tout simplement ils ont pu porter à la division, etc. Donc ouais, parce que je vous avoue que parfois ça commence à être un peu lassant de parler toujours de films qui sont sortis. Je parle pas toujours les mêmes films, de toute façon c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire sur la chaîne, ne jamais parler des films ultra populaires, soit les films qui font l'actualité, qu'ils soient populaires ou non, ou revenir sur des films un peu moins connus, où j'ai envie de vous faire partager mon avis, pourquoi il faut revoir les films, etc. Mais voilà, il faut savoir se renouveler, il faut savoir trouver des nouvelles idées, quelque chose qui peut être intéressant justement pour vous donner envie de soit suivre des nouveaux réalisateurs ou tout simplement des films que vous ne connaissiez pas. Et du coup, parfois j'ai envie de parler un peu de rêves, un peu de fantasmes, un peu de choses qui auraient pu exister mais qui malheureusement ça n'a jamais été fait. Et quand je parle de ça, ça sera plutôt le signe de la nouvelle émission. Car je parlerai de la même manière, c'est-à-dire je vais essayer de garder quelque chose de calme, de cool, de relax, mais peut-être que vous voyez déjà où je veux en venir en parlant de choses qui ne sont jamais existées, et pourquoi le podcast s'appelle Œil fantôme. En effet, sur cette nouvelle émission, je parlerai de la même manière, mais cette fois-ci, nous parlerons de films qui n'existent pas. des films fantômes, des films qui n'existent pas et qui auraient pu exister justement, qui avaient déjà été préparés depuis longtemps, c'est-à-dire on avait déjà un scénario prêt, on avait le réalisateur qui était prêt, c'était des projets extrêmement ambitieux, extrêmement importants, c'était souvent des gros blockbusters, pourquoi pas. Après on pourra aussi faire des films plus indépendants, mais c'est toujours intéressant de voir plus des films de commande. Et donc on avait presque un boulevard pour faire quelque chose, pour créer un film qui a pour but de proliférer au niveau du box-office, mais malheureusement ce sont des projets avortés, des projets extrêmement frustrants, des projets fantômes, j'ai envie de vous dire. C'est pour ça que l'émission s'appelle l'œil fantôme, on pourra jamais véritablement les voir, mais on va dire qu'ils existent dans l'inconscient collectif, voilà, plutôt. Alors, attention, quand je parlerai de ces films, de ces projets avortés, de ces projets qu'on ne verra jamais, je ne parlerai pas des plus connus. C'est-à-dire que je ne parlerai pas de Crusade de Paul Verhoeven, parce qu'il y a déjà tellement de youtubeurs qui ont parlé de ce film. De toute façon, vous devez sûrement connaître le projet principal, le projet initial. Je ne parlerai pas du Spider-Man de James Cameron, là aussi il y a eu beaucoup de youtubeurs, donc je vois pas trop l'intérêt avec Leonardo DiCaprio. Ou encore le Superman Lives de Tim Burton. Tous ces films, on connaît un peu ces projets qui sont un peu des fantasmes, qui n'ont jamais pu être aboutis. Vous les connaissez autant que moi. Non, je vais essayer de plus comment on pourrait dire ça, tout simplement de plus me familiariser avec des œuvres un peu moins connues, de grands réalisateurs pourquoi pas, mais de plus vous parler d'œuvres qui sont soit sorties, c'est aussi intéressant de voir le déroulement d'un film qui a complètement évolué en bon ou dans un bon ou dans un mauvais sens, et aussi voir les films qui ne sont jamais allés au bout de leur pré-production. Ou alors des films qui ne sont jamais sortis. Par exemple, je pense au film Bad Girl qui a été réalisé mais qui n'est jamais sorti. On ne verra jamais les rushs du film. Voilà. Warner les a gardés parce qu'il trouvait que le film était trop mauvais. Enfin, voilà un peu le concept. J'ai déjà beaucoup parlé de ce nouveau concept. Donc je nique un peu mon concept dès le premier épisode parce qu'on va quand même parler aujourd'hui
d'un projet de film assez fou. Là, on va même pas parler d'un film qui aurait pu être grandiose. Là, on parle d'un film qui aurait pu être un chef-d'œuvre, tout simplement. Un des plus grands films de l'histoire du cinéma, par un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma. Je vais vous raconter tout ça. Alors détendez-vous, écoutez, j'espère que ma voix sera plutôt bonne pour raconter toute cette histoire. J'espère que cet épisode sera pertinent, ça sera le premier épisode. Et aujourd'hui, nous parlons d'un des projets les plus fantasmagoriques de l'histoire du cinéma, qui a donné des années et des années de travail pour son réalisateur, des années de lecture, des années de travaux qui, j'allais dire, n'ont servi à rien, pas forcément justement qui auront servi pour les travaux suivants de ce grand réalisateur américain, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup de perte de temps, on va dire ça comme ça. Ce devait être le film le plus épique de l'histoire du cinéma, disons-le, à tel point que beaucoup rêvent encore que le film se tourne à nouveau, même si je pense qu'on ne pourra jamais avoir un projet aussi pharaonique, et de toute façon il y a déjà des films qui ont traité ce sujet avant et après. Aujourd'hui, nous parlons d'une légende, nous parlons presque d'une légende urbaine, à tel point que tout faisait frémisser n'importe quel cinéphile amateur de grand cinéma. Aujourd'hui, nous parlons d'un film inventé. Aujourd'hui, nous parlons d'un film sur un mythe, sur une légende, sur une figure historique, la plus grande figure historique de la France, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, nous parlons du film Napoléon, réalisé par Stanley Kubrick. Il n'y a plus d'espoir, sire. Nous sommes battus, sire. Il y a 4 pays contre nous. 4 armées. Il faut se battre sur 4 fronts. Abdiquez. Vos ennemis vous accorderont de vous retirer à l'île d'Elbe avec une garde personnelle de 1000 hommes. C'est un exil honorable, sire. L'abdication est la seule issue qui vous reste. Pourquoi ? Il faut se battre. Se battre. Je fortifie Paris. Je dégage les troupes d'Autriche. Je me retire en direction de l'Italie et par-dessus tout, il faut se retrancher, mobiliser, entraîner les recrues au combat. Majesté, il n'y a plus personne à recruter. Et l'armée ne veut pas que Paris subisse le même sort que Moscou. Napoléon de Stanley Kubrick, c'est peut-être le film non tourné le plus connu de Stanley Kubrick, c'est-à-dire que c'est vraiment, même quand on connaît Kubrick, on connaît cette espèce de projet totalement ambitieux, presque un fantasme pour beaucoup. Le réalisateur avait déjà été très tôt en fait fasciné par cette figure mythique de l'empereur français, tout simplement. Tellement en fait qu'il commence justement à envisager de porter cette figure dans un film à partir des années 60. Alors je vous explique, on est on va dire début des années 60 et du coup Kubrick commence à réunir on va dire une énorme documentation pour s'attaquer à Napoléon, parce que parler de Napoléon c'est parler d'une encyclopédie. C'est parler d'une encyclopédie historique, surtout que si Kubrick veut faire l'intégralité de Napoléon, il doit le faire de A à Z, ce qui demande énormément de travaux, énormément de travail, d'efforts, parce que parler de Napoléon, c'est parler d'une vie de fou furieux, faut le dire, de toutes ses batailles, de toutes ses conquêtes, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a apporté à la France, etc. Et du coup, au fur et à mesure qu'il arrive à se documenter, Kubrick, et à réunir le plus d'archives possibles, pense sérieusement à pleinement commencer le projet à partir de 1968. Voilà. À l'époque, Kubrick, en 1968, il sort de 2001 l'Odyssée de l'espace, qui place déjà en fait les attentes ultra ambitieuses qu'a ce mec, quoi. Après un film qui a été révolutionnaire à l'époque et qui l'est toujours autant, on va le dire avec 2001. Alors, si vous connaissez un peu Kubrick, quand vous connaissez un peu la méticulosité de cet homme, l'exactitude, la précision presque chirurgicale qu'a ce mec pour chaque film qu'il fait, pour chaque événement, pour l'histoire de Napoléon. Vous savez, Kubrick, c'est un malade mental. Voilà, c'est un mec complètement névrosé qui en fait c'est ce qui en fait en fait presque la majesté de ce réalisateur, si je peux en parler comme ça, parce que faut pas oublier que c'est un mec extrêmement compliqué sur les tournages. D'ailleurs, disons-le, c'est un tyran sur les tournages. N'oubliez pas comment est sortie l'actrice Shelley Duvall du tournage de Shining, complètement déprimée et lessivée par
par l'effort de toujours répéter des centaines de fois les mêmes scènes liées aux colères et aux exigences qu'avait Kubrick sur le tournage de Shining. C'était éprouvant en fait pour elle. Et je me demande si on l'a vu après dans d'autres films, je suis pas sûr. Et c'était pareil aussi pour l'actrice qui jouait dans Lolita. Hein. Elle avait dit que Kubrick était un mec tyrannique. Mais de toute façon, Kubrick a toujours eu des problèmes avec les femmes sur les tournages. Hein. Je crois qu'il les aimait pas trop. Donc oui, bien évidemment, c'est pas étonnant de voir Kubrick aussi exigeant sur les attentes d'un projet aussi pharaonique pour une figure historique qu'il respecte énormément. Et bah du coup, Kubrick il se met à lire et à dévorer tous les ouvrages possibles et inimaginables sur l'empereur. Alors à l'époque, on est en 1968, c'est-à-dire qu'on n'a pas le nombre colossal de livres qu'on a actuellement sur Napoléon, qui sont à plus de 80 000 livres, je crois. Bon, il y en avait déjà énormément à l'époque, mais voilà. J'ai pas trouvé de chiffre précis, mais je crois qu'on est à plus de 80 000 livres actuellement, hein, depuis le début, depuis qu'on écrit sur ce mec. Donc oui, il se met à lire chaque livre sur Napoléon. Il met aussi dans l'eau toute sa collection, parce que je crois que ça aussi, je sais pas si c'est vrai, mais il a plus de 500 livres sur Napoléon dans sa collection personnelle, Kubrick. C'est ce que j'avais pu entendre, c'est énorme. Et vu qu'il fait pas les choses à moitié, hein, le père Stanley, il va s'associer aussi avec un des plus grands spécialistes de l'époque sur Napoléon, qui s'appelle Félix Markham. Alors en fait, le mec il va directement s'associer à ce mec en consultant historique sur le film. Alors on dit qu'il est consultant historiographique, si je dis pas de conneries. Donc bien évidemment tous les livres de Markham ont été lus justement par Kubrick, et en plus il attache une plus grande importance liée à l'influence qu'avait ce mec à l'époque, en tout cas parce qu'il était vraiment le spécialiste presque parfait de Napoléon. Ensuite, deuxièmement, donc après cette première étape, il va décider en fait Kubrick d'engager une douzaine d'étudiants d'histoire qui sont chargés en fait de reconstituer au jour le jour la vie de l'empereur. C'est-à-dire que la vie de l'empereur, ce qui est colossal, mais c'est-à-dire vraiment au jour le jour, ce qui est vraiment impressionnant, mais pas que lui. C'est-à-dire qu'il va pas que raconter toute sa vie entière jour par jour. Ça va être aussi ceux de ses proches, ceux de ses ennemis, ceux avec qui il a toujours été en lien, que ce soit dans les batailles, etc. Tous les éléments en fait qui englobent ou entourent en fait l'empereur, afin de faire le projet le plus précis possible. C'est cette précision qui donne toute la saveur à Kubrick, on va dire ça comme ça. Et en fait, qu'on soit bien clair, quand il veut faire ce film Kubrick, il a un ego surdimensionné. En fait, ce qu'il veut, c'est juste prouver à tous les anciens réalisateurs qui ont pu faire des œuvres sur Napoléon que celui qu'il va faire, ça va être le plus grand film qu'on a jamais fait sur l'empereur, le plus grand film historique de l'histoire. Il veut juste montrer qu'il en a une plus grosse que n'importe quel auteur qu'on parlait justement de conflits historiques. Abel Gans, le premier, si vous connaissez Abel Gans, vous savez qu'il a fait l'œuvre encore aujourd'hui, qui est la plus grosse œuvre jamais faite sur Napoléon, qui est un espèce de film muet de 5h30, qui est un film plus que culte, hein, c'est vraiment le patrimoine français, c'est extrêmement impressionnant. Et à l'époque, c'est presque un défi que lance Kubrick à Abel Gans en disant « Je vais faire mieux que toi, c'est-à-dire que mon film sera plus long, il sera plus grand, il sera encore plus énorme. » Et oui, c'était une sorte de provocation à l'époque de Kubrick, parce qu'il aimait bien provoquer. Et du coup, oui, l'objectif principal de ce film pour Kubrick, c'est surpasser tout ce qui a été fait auparavant. Kubrick, comme j'ai dit, il a un ego un peu surdimensionné et il veut faire le plus grand film historique de l'histoire. D'ailleurs, il estime à l'époque que aucun grand film historique n'a vraiment été réalisé, et il en sera peut-être le premier, c'est ce qu'il voulait. Et du coup, pour revenir à toutes ces archives qu'ils ont pu faire avec ces étudiants d'histoire, en fait, le tout va être compilé sur des milliers de fiches avec un système de classement très spécifique, avec des renvois de l'une à l'autre page. Enfin, c'est un truc absolument dément. Voilà. Faisant en fait pour Kubrick, de Kubrick, une espèce de source d'information de premier ordre sur Napoléon. Le mec, il connaissait toute la vie de Napoléon, de son enfance jusqu'à sa mort, quoi, avec tout ce qu'il a pu faire. Bref, en fait, c'est absolument un travail gigantesque, un travail incroyable. Alors que là, on est qu'au début. On va dire qu'on est qu'au début de toute cette pré-production, hein, parce que le film n'a jamais été tourné. C'est un projet titanesque qui est en fait à l'image du réalisateur américain, tout simplement, quoi. Et du coup, après tout ce travail absolument monstrueux de pré-production, nous sommes en septembre 1969.
Alors Kubrick achève un premier jet de scénario de 186 pages tout de même. Alors c'est déjà le premier d'une longue série parce qu'il va le retravailler le scénario, ça on va voir ça après. Alors le concept du récit reste quand même assez simple, enfin en tout cas le point de vue reste plutôt simple. Reprendre juste de manière chronologique la vie de l'empereur, c'est-à-dire de son début, de son enfance jusqu'à son exil sur l'île de Sainte-Hélène. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Sur la durée, alors dans un premier temps en fait Kubrick, vu qu'il a la folie des grandeurs, il veut faire 2 films, voilà, ce qui me paraît déjà plutôt logique sur 2 films de Napoléon, sauf que les 2 films doivent durer chacun 3 heures. Voilà, c'est-à-dire qu'on se retrouve sur un récit intégral de 6 heures, ce qui me paraît encore une fois assez cohérent. Si tu veux tout adapter de Napoléon, c'est peut-être, on va dire, le minimum quand on pense que l'œuvre d'Abégorce fait 7 heures et demi, je crois, un peu plus, 7h30, et que il ne montre pas tout le récit, toute l'histoire de Napoléon. Ça veut dire qu'il y a encore des heures et des heures qui n'ont jamais été faites pour plutôt montrer l'ascension de Napoléon et pas la chute. Donc oui, 6 heures, ça me paraît plutôt logique, surtout quand on s'appelle Stanley Kubrick. Malheureusement, on comprend assez rapidement que ça va être très compliqué de faire 2 films de 3 heures chacun, lié tout simplement à la démesure du projet, et pour les cinémas c'est très casse-gueule. Déjà un film de 3 heures de l'époque c'était compliqué, mais alors en plus sortir 2 films de 3 heures chacun, c'est presque mission impossible quoi. Donc oui, Kubrick va devoir complètement se conventionner à un film, ce qui est déjà assez compliqué. Bon alors le film dure quand même plus de 200 minutes, c'est-à-dire qu'on est aux alentours de 3h20, 3h30, ce qui est plutôt pas mal, hein. Mais est-ce que ça suffit pour raconter toute l'histoire de l'empereur français? Non. Non, malheureusement c'est absolument impossible. Comment tu passes de 6 heures de long métrage à 3h30? Non, c'est-à-dire qu'il y aura énormément de choses qu'on va passer sous silence, et ça, Kubrick c'est pas le genre de mec à couper pour rien, ou non, quand il fait un film il le fait intégralement. Regardez Barry Lyndon, ça dure 3 heures, donc non, donc oui, beaucoup de choses vont être coupées, ce qui déjà va énormément le fâcher, et du coup oui, le film va devoir être extrêmement remodelé. Donc déjà les compteurs sont quand même revus à la baisse, ça pue un peu sur la démesure du film, mais soit un film de 3h20, 3h30 sur la vie de l'empereur, c'est possible. Sacha Guitry avait justement fait un film qui durait je crois 3h17, un truc comme ça, enfin qui passait plutôt vite, c'est possible, mais il y aura beaucoup de subtilités, beaucoup de choses qui seront complètement jetées aux oubliettes, et ça, quand on veut parler de la vie de l'empereur, de Napoléon, c'est extrêmement compliqué et ça risque d'être très casse-gueule. En termes de budget, le film, en tout cas avant, en pré-production, le film a un budget assez serré pour l'époque. Il est à 4,5 millions de dollars, en toute honnêteté. Voilà, je vous remets le truc de l'époque, nous sommes en 1969, c'est déjà assez énorme, 4,5 millions de dollars. Alors c'est un budget à prévoir, et vous allez voir que le budget va pas arrêter de gonfler, lié aux exigences de Kubrick qui sont absolument stellaires. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot, c'est complètement stellaire le truc. D'ailleurs c'est assez paradoxal ce budget, parce que à l'époque on comptait pour Barry Lyndon et pour 2001 l'Odyssée de l'espace un budget qui avoisinait autour des 11 millions de dollars. Alors je vois pas pourquoi on commençait déjà à ticker à 4,5 millions alors qu'il faisait presque le double, voire même plus. C'est assez bizarre, mais bon, soit. Et comme on le fait souvent pour des gros films, et on le fait encore en 2025, afin un peu de limiter les coûts de production, parce qu'on sent que le film va coûter extrêmement cher, on envisage de tourner beaucoup de plans dans des pays moins coûteux. Et du coup, on pense beaucoup à des pays comme la Roumanie, et en effet, on pense véritablement de tourner une bonne partie des champs de bataille ou des scènes en Roumanie. Malheureusement, au fur et à mesure où on voit que le budget est en train de grossir, on sent que beaucoup de choses vont devoir être revues à la baisse, et c'est déjà les premières emmerdes qui commencent pour le film, car il est abandonné. Enfin, abandonné c'est un peu compliqué, mais en effet beaucoup de choses commencent à être assez inquiétantes à partir de novembre 1969, car le budget est bien plus impressionnant que 4,5 millions de dollars. On avoisine les plus de 10 millions déjà, liés à beaucoup de choses, liés au goût de la démesure de Kubrick.
qui en fait ne cesse d'augmenter le budget au fur et à mesure des éléments qui ont été mis en place, car en fait pendant la pré-production, Kubrick il décide d'envoyer des dizaines d'assistants en fait à travers l'Europe pour en fait explorer les lieux et rencontrer des historiens, les lieux où se sont passées les batailles telles que Waterloo, etc. Alors en plus, si c'est vrai, il y a une anecdote qui est assez folle quand même sur le sujet, parce que si c'est vrai, le gars c'était vraiment un taré, mais comme un des mecs les plus timbrés au monde. Alors, selon une anecdote, il aurait demandé à un de ses assistants de lui rapporter un échantillon de terre où s'est passée une bataille napoléonienne. Voilà, un vrai échantillon de terre afin de la reproduire la plus fidèlement possible à l'écran. Alors, c'est une anecdote. Qu'elle soit vraie ou fausse, c'est quand même assez fou comme anecdote, c'est complètement délirant. Mais encore une fois, ça ne m'étonnerait pas parce que c'est à l'image de Kubrick qui est dans la démesure, qui est dans l'exigence, dans les cadres. C'est un homme d'une complexité en homme. Enfin, c'était un homme d'une complexité en homme. C'est pour ça que autant le déteste que d'autres l'adulent. C'est là où on reconnaît des auteurs qui sont totalement inoubliables, quoi. Mais là aussi, c'est encore une fois cette démesure qui va pêcher, car oui, le budget augmente au fur et à mesure, car Kubrick demande encore une fois vraiment des demandes extrêmement exigeantes, c'est-à-dire que il demande à avoir plus de 50 000 soldats pour filmer la grande bataille, enfin en tout cas les grandes batailles. 50 000 c'est énorme, et surtout pour l'époque, hein, c'est pas des CGI, hein, c'est des véritables personnes. Donc oui, c'est vraiment absolument énorme, et là c'est la banqueroute, quoi, c'est-à-dire que les studios, à l'époque, alors c'était la MGM je crois à l'époque qui était chaud pour produire le film, là ils disent non, quoi, ils disent nope, et là ça commence vraiment à puer, et là on se dit le projet est mort, quoi. Alors il est mort pas tant que ça, c'est-à-dire que là il est en stand-by, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il est pas mort, et Kubrick continue justement à peaufiner son scénario et ses idées, car en fait il y a une autre raison qui fait que le projet est en stand-by et qu'il est pas totalement abandonné, car au moment où en fait Kubrick est sur la pré-production de ce Napoléon, il y a un autre film qui a fini son tournage et qui va bientôt être l'année prochaine, c'est-à-dire qu'on est en 1969, et un film va être diffusé dans les salles de cinéma en 1970, qui parle de à peu près la même chose, sauf que lui il se concentre sur la bataille de Waterloo, mais ça parle de Napoléon. Le film, bien évidemment, pour ceux qui connaissent, s'appelle Waterloo, qui est réalisé par Sergei Bondarchuk, si je dis pas, j'ai pas vu le film, hein. Sauf que voilà, le film c'est aussi un énorme budget, c'est produit par Dino De Laurentiis pour ceux qui connaissent, et là aussi il a un énorme budget, c'est un film extrêmement épique et historique, et là aussi il a un budget dérisoire, et il doit sortir en 1970, et du coup ça va être un peu ce film qui va décider en fait de la suite des événements pour le film de Kubrick. Vous vous doutez bien que si le film Napoléon n'a jamais eu lieu, c'est que le film Waterloo a été un énorme échec, ça a été un énorme bide, on en reparlera après, et du coup plusieurs années ont passé, nous sommes en 1973, et beaucoup de choses ont évolué en mal, car oui, comme j'ai pu le dire, le film Waterloo, sans grande surprise, est un énorme échec au box-office. Les studios, notamment MGM et United Artists, qui est l'autre société de production qui était toujours intéressée par le projet Napoléon par Kubrick, prennent peur, voilà, et ils se disent, si un film qui parlait de Napoléon s'est déjà planté, pourquoi financer celui de Kubrick qui est encore plus cher et plus coûteux que celui qui avait déjà pas rapporté énormément d'argent? Oui, c'est compliqué, mais lui, Kubrick, il en a rien à foutre. Lui, il s'en fout du box-office. Lui, ce qui l'intéresse, c'est faire son truc, faire son film. Et il a que ça en tête depuis des années, depuis plus de 5 ans, quoi. Donc oui, nous sommes en 1973. Kubrick vient de finir, il y a une année et demie, Orange Mécanique. Mais lui, il est encore sur son Napoléon. Même si c'est extrêmement mal parti et il sent déjà un peu la fin, hein, sur ce projet. Mais lui, il décide toujours de retravailler son scénario. Il continue d'envoyer ses adjoints, ses assistants en Europe, même s'il sait que peut-être que ça ne lui servira à rien. Il choisit les meilleurs costumiers pour le film, hein, il les contacte, David Walker par exemple, ou encore en décoriste on a Ken Adams qui travaillera plus tard sur les décors de Barry Lyndon, et ça sera pareil pour le chef costumier David Walker. Et bien évidemment pour le casting, alors là c'est assez particulier parce que là aussi il le pense. Alors Kubrick il a plein d'idées pour le casting. Premièrement, pour interpréter l'acteur, il avait pensé, alors c'est assez particulier, il avait pensé à Jack Nicholson. Oui, je vous avoue que c'est assez bizarre. Jack Nicholson en Napoléon Bonaparte, c'est vrai que ça aurait été assez drôle. Bon, pourquoi pas, ça aurait pu lui changer, surtout qu'en 1973, 1970...
Est-ce qu'il est vraiment intéressé par ce genre de rôle? Je ne sais pas. Bon, Nicholson qui bien évidemment travaillera beaucoup plus tard avec Kubrick pour Shining. Donc oui, c'est un projet qu'il a, mais il n'a pas que lui en tant qu'acteur. Il a encore d'autres noms en tête comme David Hemming, qui avait été assez reconnu pour son rôle dans Blow Up. Ou encore il a une autre idée qui est un peu plus farfelue, qui était prendre un acteur autrichien, Oscar Werner, qui avait justement beaucoup collaboré avec François Truffaut, et il l'aurait bien vu en tant que Napoléon Bonaparte. Bon. Et pour les autres rôles, ça a jamais été précisé, si ce n'est bien évidemment pour celui de Joséphine de Beauharnais. Alors là, Kubrick n'avait qu'une seule actrice en tête, c'était Audrey Hepburn. Alors ça lui est venu machinalement, et du coup il avait véritablement en tête seulement cette actrice. Alors je pense que l'idée de prendre Audrey Hepburn était surtout liée au fait qu'elle ressemblait énormément à la Joséphine de la figure historique, c'est-à-dire que vous voyez les deux personnes, elles se ressemblent énormément, et c'est vrai que ça aurait été quand même assez impressionnant de voir une actrice ressemblant étrangement à la figure historique de la réalité, ça aurait été assez étonnant. Donc oui, mais le problème c'est que Audrey Hepburn, elle avait déjà mis fin à sa carrière à partir de 1967, donc ça aurait été extrêmement compliqué. Je ne pense pas qu'elle aurait fait de comeback. Cependant, c'est vrai que ça aurait été quand même assez fou quand même de se retrouver dans cet univers parallèle où on a Audrey Hepburn qui tourne pour Stanley Kubrick, même si en effet le problème qu'avait Kubrick c'est que quand il avait des acteurs qui étaient quand même assez bankable, soit ça finissait plutôt bien, soit ça partait totalement en couille, comme Ryan O'Neal. Pour ceux qui savent, ça a été un bordel monstre, Ryan O'Neal et Stanley Kubrick sur Barry Lyndon. Donc oui, c'est assez compliqué, de toute façon beaucoup comme Kirk Douglas aussi par exemple, hein, ça a été un sacré bordel parce que Kirk Douglas en faisait qu'à sa tête, c'était lui pas véritablement le leader du film Spartacus. Donc oui, c'est assez compliqué, et en plus si on rajoute au fait que il a je sais pas pourquoi il a toujours eu des problèmes avec les femmes, Kubrick, peut-être pas pour Nicole Kidman dans Eyes Wide Shut, mais oui, ça s'est toujours plutôt mal passé. C'est vrai que ça aurait été quand même assez particulier, mais on peut penser à tout, hein, vu que ce film est un fantasme cinéphile. Pourquoi pas avoir Audrey Hepburn en rôle de Joséphine de Beauharnais, hein, ça aurait été plutôt absurde, mais plutôt drôle. Même si, encore une fois, vous vous doutez bien que tout ça s'est soldé par un échec lié au beat du film Waterloo, premièrement, déjà. Deuxièmement, le budget n'a cessé d'augmenter, c'est-à-dire qu'on était au-dessus des 10 millions de budget quand tu voyais toutes les exigences et la démesure de Kubrick. Et voilà, plusieurs studios ont quand même passé la main sur ce projet, ils ont tous abandonné quoi. Ils ont bien vu que ça n'allait absolument pas fonctionner. Il y a eu la MGM, il y a eu United Artists, etc. Et voilà, ils ont tous refusé, ils ont tous abandonné, ils voyaient bien que c'était un film suicide. Voilà. Parce que le coût était énorme, parce que Kubrick demandait 40 000 figurants qui devaient être fournis par l'armée roumaine et yougoslave aussi, c'était énorme pour les batailles. Il y avait des tournages en France, en Italie, en Angleterre, en Autriche. Il y avait des milliers de costumes historiques qui ont été cousus à la main aussi. Ils demandaient des trucs astronomiques quoi. Et ouais, le budget devenait faramineux pour l'époque, parce que là on était même plus sur du 10, on était sur du 11, 12, 13, 14, voilà, des millions énormes quoi, c'était des dizaines de millions de dollars quoi, et les studios ont alors complètement coupé les financements quoi, ils voyaient bien que ça ne menait absolument à rien. Et encore une fois, on est au début des années 70, donc ça veut dire que ce que veut Kubrick, c'est impossible, pour l'époque c'est impossible. Et j'ajoute aussi un autre truc, c'est que techniquement Kubrick, en fait, il demandait l'impossible, c'est-à-dire que déjà à l'époque il voulait tourner en 65 et 70 mm, ce qui était déjà assez compliqué. De plus, le gars voulait, comme pour Barry Lyndon, tourner à la lumière naturelle, c'est-à-dire qu'il voulait que des bougies. Voilà, il voulait 40 000 bougies pour éclairer chaque scène. Il voulait 30 000 figurants. Il voulait 2500 cavaliers, je crois, aussi, pour les batailles. Voilà, il voulait déjà éclairer les bougies. Et voilà, il voulait vraiment tourner à la lumière naturelle. Et je pense que le dernier problème technique, mais c'était plus dans le fond, c'était aussi le point de vue qu'adoptait Kubrick sur Napoléon, qui était quand même assez déroutant, je vous l'avoue, car en fait il se faisait une idée assez érotique
et libertine sur le film, tout autant qu'en fait ses personnages. C'est-à-dire que vraiment il tenait à mettre en scène, comment je pourrais dire ça, Napoléon avec des mœurs assez décadentes. Voilà, je vous l'avoue. Premièrement, et ensuite il voulait aussi s'intéresser énormément à la liaison qu'avait Joséphine de Beauharnais et Hippolyte Charles. Voilà, si vous êtes un peu connaisseur en histoire. Et ouais, visiblement, les passions de Tori ne faisaient pas bon ménage avec ce que les studios, justement, attendaient d'un film plutôt grand spectacle, hein, c'était ça qu'ils voulaient. Hein. Donc oui, personne n'était d'accord sur ce putain de film, et du coup, oui, le film n'était pas grand public en tant que tel, quoi. Le film se voulait peut-être trop intellectuel. Kubrick était passionné par Napoléon, certes, mais son scénario en fait mêlait quand même beaucoup de thèmes, que ce soit la politique, la guerre, la psychologie aussi, et le romantisme, à la manière en fait d'un Barry Lyndon, hein, en toute honnêteté. De toute façon, vous allez voir après. Pour moi, ce Napoléon, le Barry Lyndon, c'est l'héritier de ce Napoléon. Et du coup, oui, les studios craignaient véritablement que ce ne soit pas assez commercial. Et malgré en fait la dimension épique que voulait justement Kubrick. Mais bon, quand on connaît Kubrick et son esprit un peu de revanchard qu'il a toujours eu, on sait très bien en fait que ce projet, eh bien, il s'est au fur et à mesure en fait un peu recyclé, lié aux travaux qui ont été faits, lié aux recherches qui ont été mises en place pour en fait se transformer en le film que nous connaissons aujourd'hui, le film le culte, hein, le film culte, le grandiose Barry Lyndon, qui est sorti en 1975. Qui sont complètement les restes de ce Napoléon complètement abandonné, quoi. Donc en fait on pourrait dire que c'est un mal pour un bien, hein, en toute honnêteté, parce qu'il reprend le même concept de lumière naturelle pour éclairer les costumes, les décors, qui ont été déjà préétablis par les chefs costumiers, par les décors des artistes qu'il avait engagés, hein, Kubrick, pour faire un film extrêmement impressionnant encore aujourd'hui, quoi. C'est un des plus beaux films qui n'a jamais été fait. Après, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'éléments qui avaient constitué son film Somme, ce Napoléon, vont être ensuite distribués sur plusieurs autres films suivants de sa carrière. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand on pense à la tactique et à la stratégie militaire que voulait mettre en place Kubrick dans ce film, on le reverra dans Full Metal Jacket, ce qui est plutôt pas mal. Ou encore l'espèce de parti pris et de point de vue un peu érotique sur le personnage de Napoléon, il l'aura repris dans Eyes Wide Shut par exemple. Donc en fait on comprend très vite que beaucoup d'éléments qui étaient prévus pour ce film en fait vont se transformer, comme on dit, rien de secret, tout se transforme, et là on voit véritablement que ça se confirme, quoi. Mais du coup ce projet, alors je sais pas si on peut le dire comme ça, est-ce qu'il avait tellement eu un héritier, ce Napoléon de Stanley Kubrick? Alors justement oui et non, parce que si Ridley Scott a bien évidemment pu reprendre, il se prétend être l'héritier de Kubrick à travers le Napoléon qu'il a sorti à peu près il y a 2 ans, là, le Napoléon avec Joaquin Phoenix. Pour autant, le film n'a pas la démesure et l'épique qu'aurait dû proposer celui de Kubrick. Il y a beaucoup trop de problèmes. Je pense pas faire une critique du Napoléon de Ridley Scott. Il y a beaucoup trop de problèmes de rythme, de développement, de point de vue, de moments, pour que le film soit véritablement inoubliable, quoi. Il fait plus office de pétard mouillé que de vraies propositions artistique et historique, quoi. Ridley Scott n'ayant pas eu l'exigence d'un Stanley Kubrick, quoi. Malgré aussi le fait qu'il a essayé de rajouter des scènes pour essayer de fluidifier son récit qui est absolument brouillon, mais ça change rien que la version longue reste tout autant inutile, quoi. Alors oui, ça aurait été quand même assez difficile en vain de s'imaginer à quoi aurait pu ressembler ce putain de Napoléon de Stanley Kubrick. Premièrement parce que en fait Kubrick a constamment en fait modifié son scénario, parce que même si la structure chronologique restait la même, hein, au fur et à mesure des réécritures, le gros changement en fait c'était plutôt cette espèce de voix off, parce que oui, le film était constitué d'une voix off, mais là aussi qui changeait de point de vue, où on était plus sur quelque chose de psychologique sur le personnage de Napoléon, même si en effet les voix off c'est quelque chose qu'on voit
énormément dans les films de Kubrick, dans Orange Mécanique, dans Barry Lyndon, peut-être dans un autre film, je crois que c'est les 2 seuls films, ou alors, bon, j'ai peut-être oublié, dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres films où, justement, cette voix off est assez présente, mais aussi très intéressante, hein, c'est ce qui fait le charme des films de Kubrick. Mais oui, du coup, en fait, la voix off portait plus sur les traits de personnalité de Napoléon, mais je ne pense pas que c'était véritablement une voix off, mais c'était plus personnel ou psychique, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, en fait, Kubrick s'intéressait autant, en fait, à la fois aux faits et aux événements qu'il a pu influencer qu'à la personnalité en fait du personnage de Napoléon. En fait, je crois qu'il s'intéressait plus à la personnalité de ce général, de cet empereur, plus qu'à la gloire militaire et on va dire politique de l'un des plus grands stratèges de l'histoire mondiale, hein, tout simplement. Parce que c'est sans doute en fait la mégalomanie et la volonté de puissance en fait qui aurait pu se retrouver en fait au centre du film. Ce qu'il a déjà en fait pu développer dans certains films comme Barry Lyndon justement. On fait toujours le même rapprochement, mais c'est vrai que voilà, le Barry Lyndon c'est le projet abandonné de Napoléon qui a ressuscité. Hein. Et aussi à travers ce film en fait, Kubrick aurait justement dû en fait un peu évoquer son goût de l'histoire en fait et ses interrogations sur la guerre et la violence humaine. Justement, il en avait déjà parlé dans Orange Mécanique ou dans Full Metal Jacket, mais dans une période qu'il connaît peut-être mieux, parce qu'il a déjà parlé du siècle des Lumières, du XVIIIe siècle, ce qui l'intéresse énormément. Et encore une fois, parler aussi de l'excès, de la chute, parce qu'on sait que Kubrick aime aussi parler des figures, de l'ascension d'une figure et la chute, aussi, qui est assez intéressant, qui a toujours marqué un peu sa filmographie. Donc voilà. En conclusion, écoutez, à l'heure actuelle, à l'heure où je parle, le seul et unique projet sur Napoléon qui est aussi démesuré et impressionnant que laissait penser cette œuvre fantasmée, ça reste quand même le Napoléon de Abel Gans, quoi, qui est sorti, je crois, en 1927, je crois. Projet monumental qui s'est d'ailleurs un peu plus confirmé il y a un an, je crois, avec un nouveau montage, une nouvelle remasterisation qui a été diffusée en juillet 2024, qui en fait a été remonté totalement avec plus de 2 heures de contenu supplémentaire, ce qui fait que à la base le film durait 5h30 et je crois que il fait aux alentours de 7h ou 7h30, enfin c'est titanesque. J'ai dû voir 3 heures du film. Voilà, je suis pas allé jusqu'au bout parce que déjà je suis pas fan du personnage de Napoléon, c'est-à-dire que j'ai essayé de lire des bouquins sur ce mec, sur cette figure, parce que moi je vous l'avoue, en cours j'ai jamais appris de Napoléon, comment on pourrait dire ça, on n'a jamais appris ce qu'était Napoléon en cours d'histoire, malheureusement. Et oui, du coup je me suis fait un peu une culture par moi-même. Et oui, au fur et à mesure où je lisais des bouquins, pour moi, je n'arrivais pas parce que c'était trop dense, parce qu'il y avait trop de personnages, peut-être pas aussi parce que on va dire les pensées ne m'intéressaient pas sur ce personnage. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il voulait véritablement. Est-ce qu'il voulait la gloire? Est-ce qu'il voulait l'amour? Est-ce qu'il voulait juste être est-ce qu'il cherchait la violence? En fait, c'est assez compliqué. C'est pour ça que ça reste un personnage assez complexe, mais pour moi, trop dense, trop de personnages, et très vite, je m'en mêlais les pinceaux. Donc c'est pour ça que c'est pas une figure qui m'intéresse. C'est pas une figure que je trouve d'un courage ou d'un épique comme Jeanne d'Arc par exemple, par exemple Jeanne d'Arc, ça c'est vraiment une figure qui m'impressionne. Là, Napoléon, ça a jamais été quelqu'un qui m'a vraiment donné envie d'apprendre l'histoire de France, malheureusement. Et j'ai essayé plusieurs fois des livres et je crois que non, je reviens toujours à la même conclusion, que non, je suis pas fan du personnage, quoi. Tant pis, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai dû voir 3 heures de Napoléon d'Abel Gans, parce que voilà, comme je vous ai dit, je suis pas fan du perso, et me taper 7 heures sur un personnage qui ne me donne pas plus envie d'apprendre sur lui, me fascine pas plus que ça, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Mais il n'empêche que c'est une œuvre absolument monumentale. Ça explique pourquoi en fait tout simplement Abel Gans a tourné plus de 7 heures de pellicule sur ce Napoléon. C'est une restauration absolument incroyable qui a duré aussi plus de 16 ans, je crois. J'avais entendu que la Cinémathèque, qui est l'association, on va dire le groupe d'individus qui a reconstruit ce montage en intégrale, ça a pris plus de 16 ans pour retrouver les rushs, les pellicules, etc. C'est monumental le travail qu'ils ont fait. J'applaudis le travail, c'est exceptionnel. Donc ouais, c'est un travail monumental.
Et ça reste à ce jour hein, l'œuvre la plus importante sur Napoléon. J'aime beaucoup aussi donc vous voyez, je suis pas fan de Napoléon, mais il y a 2-3 films que j'aime bien. Mais j'avais bien aimé aussi le film qui avait fait Sacha Guitry, quelque chose de beaucoup plus resserré, de restructuré, mais d'assez simple, avec plusieurs acteurs pour jouer Napoléon. Ça c'est intéressant aussi. Donc c'était pas mal aussi. Mais voilà, ça reste quand même l'œuvre la plus importante. Alors pour autant, on a eu ce Napoléon de Ridley Scott, mais qui a été une énorme désillusion pour moi, parce que ça aurait pu être un film qui m'aurait donné envie, pourquoi pas. Un Ridley Scott, c'est quand même un brillant réalisateur de films historiques, c'est un de mes réalisateurs préférés, mais pour moi il a complètement merdé sur le point de vue qu'il a adopté. C'est un film extrêmement mal foutu, où il manque énormément de choses, tout est mal construit, et alors le personnage n'a aucun intérêt, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, il manque de point de vue, il manque énormément de choses. La seule grande réussite du film pour moi, c'est le personnage de Joséphine, qui est à la fois brillamment interprété par Vanessa Kirby, et aussi le personnage est super intéressant. Mais après voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à sauver du film, hormis peut-être quelques scènes de bataille, malgré aussi encore une fois l'étalonnage assez dégueulasse quand même de Scott. Ça m'étonne, mais c'était pas très très beau. Hormis ça, non, il y a malheureusement le Napoléon de Ridley Scott est une énorme déception, et ça me fait beaucoup chier, parce que j'aurais voulu apprendre, connaître le personnage à travers cette œuvre. Pourquoi pas apprendre le personnage à travers un point de vue étranger, mais je pense que même là Ridley Scott ne savait pas pourquoi il faisait ce film. Voilà. Et du coup, oui, pour revenir sur ce projet un peu fou et un peu fantôme de Kubrick. Alors, c'est pas la première fois que Kubrick a des emmerdes hein, sur des projets qu'il a toujours voulu faire. Faut pas oublier AI ou AI, intelligence artificielle. Alors oui, bien évidemment, il y a eu un film réalisé par Spielberg, mais on est très très loin du projet initial qu'avait justement Kubrick. C'est pour ça que le film a beaucoup divisé à l'époque. Et Spielberg a fait film plus pour rendre hommage à son ami, parce que Kubrick et Spielberg étaient de grands amis, les grands esprits se rencontrent, hein. Et oui, c'était plus par hommage, par volonté de terminer le travail qu'avait commencé Kubrick, parce qu'il est mort en 99, et c'était le prochain film que voulait faire Kubrick. C'est pour ça que le film s'est tourné 1 ou 2 ans après la mort de Kubrick. Je crois que le film est sorti en 2001, et lui il est mort en 99, donc oui, il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été déjà travaillées. Donc je parlerai pas de ça, peut-être qu'un jour on parlera de tout simplement de ce AI que voulait faire Kubrick, hein. Continuer de peaufiner l'intelligence artificielle après ce qu'il avait fait dans 2001, ça pouvait être très intéressant. Et ben voilà, cette histoire est terminée, voilà. Donc nous verrons malheureusement jamais ce film, ce chef-d'œuvre qui aurait été un point de bascule en fait dans le cinéma moderne, hein. Car en fait si tous les feux auraient été au vert, on aurait eu quelque chose d'absolument inoubliable, et je pense un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Il en reste que un simple fantasme, un fantasme de cinéphile, de voir peut-être un jour un grand film de ce personnage historique, à l'image d'un Dune par exemple d'Alexandro Jodorowsky. Peut-être qu'un jour on parlera de ce Dune, pourquoi pas, peut-être sur une nouvelle, sur une prochaine, un prochain concept, peut-être. Bref, le podcast est terminé. Dites-moi si c'était plutôt fluide, si c'était plutôt intéressant, si vous aimez. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais bon, c'est plus vous raconter une histoire, hein, vous raconter beaucoup de choses qui sont à travers de ce film. Des fois, ça sera des vidéos moins courtes, parfois plus longues, ça dépend de s'il y a beaucoup de choses à dire sur le film, s'il y avait des projets d'ébauche, s'il y avait le film était presque parti pour se tourner. Non, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le cahier des charges, donc c'est pour ça que des fois il y aura des vidéos plus longues, plus courtes, etc. Donc écoutez, merci de m'avoir écouté. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? N'hésitez pas à vous abonner sur le Ciné Icecast, sur Amazon, Spotify, etc. Sur la chaîne, voilà, ça m'aide, c'est toujours très plaisir si vous découvrez la chaîne. Et moi écoutez, je vous dis à très bientôt, sûrement fin de cette semaine, on verra pour un prochain podcast. Après on verra sur quoi, etc. Vous verrez par vous-même. En tout cas, merci encore pour votre écoute, et moi je vous dis à très bientôt sur le Ciné Icecast. Au revoir. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais.